Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus donc ce soir à la base pour cette conférence. Donc Vincent Liéger et Léna Lazare autour de leur livre Décroissance. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir. J'en profite pour présenter très rapidement la base, qui est un lieu, comme vous voyez, en fait de mobilisation et d'aide à la mobilisation citoyenne autour du climat et de la justice sociale en général. Donc c'est un bâtiment qui se présente sur plusieurs étages. Et là en fait on est dans une configuration un peu spéciale puisque habituellement c'est là que les associations et les personnes qui travaillent ici peuvent se rassembler. C'est un cowork ici. Donc on a un petit peu changé la disposition de la salle. Vous avez des ateliers à l'étage également pour les mobilisations. Et au rez-de-chaussée, vous avez un bar qui sert également de lieu de rencontre, d'espace de sociabilité pour les personnes qui viennent d'ici, qui travaillent ou qui sont bénévoles déjà. Et donc, une petite annonce que je passe, c'est que le bail de la base va bientôt expirer. Donc, nous cherchons activement un nouveau lieu pour pouvoir continuer la mobilisation, tout simplement, et les combats qui nous tiennent à cœur. Et donc on cherche en fait idéalement un lieu qui puisse faire bar événementiel pour des conférences, des soirées, des accueils donc de 200 mètres carrés, ainsi qu'un espace de travail pour les associations et les réunions militantes. Donc dans une taille relativement conséquente également, le tout proche de Paris si possible. Donc vraiment, faites tourner l'information, prospectez si vous connaissez des lieux, si vous connaissez des généreux donateurs, donatrices, n'hésitez pas à les renvoyer vers la base. On sera toujours heureux de les accueillir. Et vraiment, voilà, changeons de lieu et ne changeons pas le climat. Voilà. Je vous remercie et bonne soirée, bonne conférence. Merci. Merci à la base de nous accueillir. Merci à toutes et tous de venir nous rejoindre ce soir pour ce débat. Merci à Léna Lazare d'avoir accepté notre invitation à venir débattre avec nous ce soir. Alors je vais juste faire une courte introduction et puis après je vais laisser la parole à Léna qui va apporter sa contribution, ses critiques, j'espère un peu incisives par rapport à ce que je souhaite amener ce soir. On est très content d'être à la base ce soir. Je tiens à remercier d'abord Isabelle qui a coécrit ce livre Décroissance dans la collection Fécornote, et c'est ce dont je vais parler ce soir, et qui est aussi à l'initiative de cette soirée, qui a fait un très chouette travail d'organisation pour qu'on soit là ce soir et qu'on puisse débattre. Alors ce que je vais vous proposer, je vais pas faire une présentation sur qu'est-ce que la décroissance ou pourquoi la décroissance ou pourquoi on est dans le mur, parce que je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous posez déjà pas mal de questions autour de ça. Je crois qu'on est abreuvé de chiffres toujours plus inquiétants, anxiogènes, tous les jours dans tous les sens, et qu'on a beaucoup de bonnes raisons rationnelles d'avoir perdu l'espoir, d'avoir peur, mais plus d'avoir une réflexion sur pourquoi je pense que ce livre amène des éléments de débat, notamment peut-être auprès des plus jeunes. C'est pour ça qu'on souhaitait inviter Léna Lazare, qui est une des représentantes des jeunes pour le climat, Youth for Climate, auprès de plus jeunes, parce que la décroissance apporte une réflexion qui permet de créer un nouveau récit, de recréer de l'utopie, de recréer du commun, du construire ensemble, pour se projeter vers des solutions qui ne sont pas celles qu'on nous met en avant en permanence, c'est-à-dire uniquement des solutions pseudo-techniques à travers ce pari délirant, suicidaire de la croissance verte, mais des solutions qui sont plutôt de comment sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui et comment s'émanciper de nos aliénations à la croissance, au toujours plus, à ce modèle économique capitaliste, ultralibéral, au consumérisme, au matérialisme, etc. Et ce livre a été pensé un peu pour toucher un public assez large, parce que je crois que sur la décroissance, on a déjà beaucoup d'ouvrages de qualité en langue française. On a dans la salle des historiques du mouvement de la décroissance qui a presque une vingtaine d'années, qui a un mouvement qui a peut-être connu deux temps en France. Un premier temps que les plus jeunes ont oublié au début des années 2000, en 2002 quand il naît. C'est un mouvement qui est très politisé, et c'est intéressant parce que quand il naît, quand on commence à parler de décroissance, il est accompagné de deux adjectifs. On parle de décroissance soutenable, donc naturellement ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, les limites physiques à la croissance. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Alors 20 ans plus tard, on a malheureusement tous les indicateurs qui sont au rouge, voire au noir, et qui nous confirment ce que scientifiquement on sait déjà depuis au moins les années 60, voire même depuis plus longtemps. Mais surtout, on parle de décroissance conviviale.
Et moi, je me souviens, il y a Thierry Brulawan, qui est un des représentants de la maison commune de la décroissance, et qui en a beaucoup travaillé. Et il y a une dizaine d'années, on parlait avec Michel Lepezan, avec d'autres, du quand bien même. C'est-à-dire que même si une croissance infinie dans un monde fini était possible, il faudrait poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que c'est vraiment une société dans laquelle on a envie de vivre, cette logique du toujours plus? Alors, consommer toujours plus pour travailler plus, pour être plus stressé, pour aller toujours plus vite, toujours plus loin. Cette perte de sens totalement délirante. On était convaincus que le débat sur est-ce qu'on aura des solutions techniques pour sauver ce système ou pas n'est pas un débat qui est des plus intéressants, mais que le débat, il est plutôt sur mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui est une vie qui a du sens? Quels sont nos besoins fondamentaux? Quand je dis besoin, pas uniquement en termes d'eau, de nourriture, mais je dirais aussi en termes de joie de vivre, les interactions humaines, la convivialité, l'estime de soi, le sentiment de se lever le matin et de faire des choses qui ont du sens, dans lesquelles on s'épanouit, etc. Quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond collectivement d'un point de vue bien sûr soutenable, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de répondre à nos besoins fondamentaux et de continuer dans cette fuite en avant insoutenable, dans cette fuite en avant d'autodestruction, de la destruction de ce qui nous permet d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que la planète survivra à nos bêtises, mais c'est plutôt notre civilisation qui risque de s'effondrer violemment. Donc comment le faire de manière soutenable, mais aussi comment le faire de manière souhaitable, comment le faire de manière juste, comment le faire de manière conviviale, etc. Et c'était toutes ces discussions-là qui nous intéressaient. Et puis, on en parlait avec Thierry, j'en parle régulièrement avec pas mal d'historiques des réseaux de la décroissance. Il y a eu quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que peut-être que ces débats dans les années 2000, début des années 2010, étaient moins larges dans la société, étaient cantonnés à certains milieux intellectuels ou militants. Donc, ils ont disparu de l'espace public et médiatique. Ils ont été remplacés peut-être par la collapsologie, où il y a eu à la fois des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que la prise de conscience écologique s'est très largement élargie. Elle n'est plus restée cantonnée à des milieux écologistes ou des milieux de personnes qui s'intéressaient à ces questions-là. Elle a touché un très large public. Mais elle a, malgré elle, parce que je crois qu'au départ c'était pas un objectif, il y a eu une récupération médiatique, participé à une dépolitisation de ces débats-là, avec aussi une jeune génération qui arrivait et qui était peut-être politisée différemment de la mienne. Alors je suis peut-être déjà un vieux con, hein, je fais pas un discours de vieux con, c'est une analyse, je dirais, assez froide de ces enjeux-là où, quand j'avais 20 ans, on parlait d'altermondialisme, il y avait toute une réflexion sociétale, politique, de commun. Là, aujourd'hui, on est dans une société qui, après 90, est rentrée dans la fin de l'histoire, la fin des débats d'idéologie et quelque part une société où on est un peu démuni par rapport à ces enjeux qui sont fondamentalement systémiques, etc. Donc la collapsologie a permis de faire de l'éducation populaire au sens noble du terme sur le fait qu'on allait dans le mur, mais à laisser un peu tout le monde face à beaucoup de craintes sans vraiment de réponse, puisque c'était, il faut faire le deuil du fait que notre modèle civilisationnel va s'effondrer ou a déjà commencé à s'effondrer, et puis on peut aller vers le survivalisme, vers des comportements individuels, le véganisme, le zéro déchet, j'arrête de prendre l'avion, ou des mouvements qui ont émergé comme les jeunes pour le futur. On s'intéresse au climat, c'était un mouvement, un cri de cœur extrêmement, moi que j'ai trouvé très touchant, merveilleux. Enfin, c'est quelque chose dont on rêvait il y a une dizaine d'années quand on était à la décroissance, qu'on se sentait isolé, et de voir tous ces jeunes qui allaient, c'était super. Puis on voyait qu'aussi, voilà, on dénonce les problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? On était assez démunis. Et puis des mouvements comme le réveil écologique, le manifeste pour un réveil écologique dans les grandes écoles, donc des mouvements de jeunes où on dit on refuse d'aller bosser dans ces multinationales qui polluent, on refuse de participer à ce système, etc. Mais est-ce suffisant? Et puis, quand on a fait ce livre, on s'est dit, mais il y a, avec la décroissance, qui est quelque chose qui a commencé en 2002, mais qui est peut-être encore plus ancien, je pense à cette superbe
collection qui s'appelle Les précurseuses et les précurseurs de la décroissance, où on se rend compte que ce dont on va débattre aujourd'hui, ce dont on débat autour de la décroissance est bien antérieur. C'est des débats qui sont très anciens. Je pense au socialisme utopique à la fin du 19e siècle. Je pense à Socialisme ou barbarie de Cornelius Castoriadis après la Seconde Guerre mondiale. Je pense à des gens comme Ivan Illich et la convivialité dans les années 70, à des Jacques Ellul et Bernard Charbonneau et une critique de la société industrielle, du technoscientisme dans lequel on est toujours plus engagé comme réponse aux problèmes qu'on rencontre. Et moi, je suis convaincu que c'est à travers ce débat d'idées, à travers des débats beaucoup plus culturels, beaucoup plus philosophiques, donc politiques, que l'on peut se réapproprier de l'espoir, que l'on peut d'un seul coup de nouveau se projeter dans des projets de société souhaitables. Et j'insiste bien sur la notion de projet au pluriel, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de reproduire une pensée monolithique dans laquelle nous nous sommes enfermés depuis quelques décennies, mais d'aller vers une forme de pluriversalisme, d'aller vers d'autres formes de solidarité entre le Nord et le Sud dans nos sociétés, et puis de réenchanter la vie à travers des modes de vie naturellement beaucoup plus sobres, vers de l'abondance frugale, mais aussi en ayant une réflexion sur comment on arrive à sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui à travers un projet de société, à travers un projet politique qui pose la question de quels outils économiques et sociaux sur lesquels on peut s'appuyer pour sortir de cette impasse, s'émanciper du toujours plus, de la croissance, etc. Se réapproprier la démocratie, d'avoir toute une réflexion sur quelle société démocratique de vivre ensemble on a envie de construire. Je crois qu'une expérimentation, une expérience comme la Convention citoyenne pour le climat était riche d'inspiration autour de ça. Je ne parle pas de comment le gouvernement actuel s'est assis dessus par la suite avec un cynisme effroyable, mais ça a montré que quand on fait confiance aux gens, quand on crée des espaces de rencontre, de dialogue, de responsabilisation, simplement on sort du mépris dans lequel est notre société, les gens s'emparent de ces questionnements, et il y a aujourd'hui toute une batterie d'études, d'enquêtes d'opinion qui montrent que les gens ne sont pas complètement stupides, mais malgré le fait que l'ensemble du système médiatique, à part quelques exceptions, prône en permanence la croissance verte, le toujours plus, fait du tabassage violent, pour citer Timothée Paric, contre la décroissance dans les médias, voire moque les jeunes comme toi, comme Greta Thunberg, nos amis boomers, cinquantenaires, soixantenaires, mâles blancs, avec un mépris effroyable, les questions que vous pouvez poser, et ainsi de suite. Une grande majorité des gens, c'est une étude par exemple du MEDEF qui montre que 57% des citoyennes et des citoyens français croient plus dans la décroissance comme réponse aux défis du XXe siècle que l'innovation technique ou la croissance verte qu'on nous vend en long, en large, en travers. Donc je crois qu'il y a des espaces, et il faut occuper ces espaces pour ramener des réflexions beaucoup plus profondes, beaucoup plus politiques. Alors ce bouquin apporte des éléments, n'est pas suffisant en lui-même, mais je vais m'arrêter là et je serais heureux d'écouter un peu les critiques ou quelle lecture Léna t'as pu faire de ce livre, et est-ce que tu trouves que les objectifs qu'il y avait aussi autour de ce bouquin y répondent ou pas totalement, et toi, quels sont les sujets que tu auras envie de développer autour de ça ce soir? Déjà, pour commencer, je voulais parler des principes de Youth for Climate, donc le réseau des jeunes en grève pour le climat, qui a été quand même, qui a mobilisé beaucoup de jeunes en 2019. On avait 200 collectifs locaux, donc c'est beaucoup plus qu'Extinction Rebellion, par exemple. Du coup, lors des grèves pour le climat en 2019, tous les 3 mois, on se retrouvait pendant des assises nationales. Et à Grenoble, fin 2019, on a décidé donc de définir quelle écologie on voulait défendre. Et on a notamment choisi de défendre une écologie donc décroissante. Et c'était assez important pour nous. Et comme tu t'en as parlé à l'instant, je pense que c'est... de la décroissance découle l'anticapitalisme, la critique du productivisme, etc. Et c'est vraiment important en fait d'avoir les bases pour défendre ces concepts-là actuellement, quand on voit que depuis les années 70, il y a une contre-attaque des pouvoirs économiques et politiques et que l'écologie libérale est présente partout, et que des fois on a un petit peu du mal à savoir justement qu'est-ce que serait une société écologique, qu'est-ce que l'écologie, et on tombe un petit peu dans le piège du greenwashing. Après, là, c'est vrai que c'est un livre où il y a énormément de chiffres, énormément de propositions, justement, de réforme des institutions.
Et des fois, je me dis que c'est pas forcément nécessaire et que j'ai envie d'avoir un rapport à l'écologie qui serait un peu plus sensible, où j'ai pas besoin justement d'avoir tous ces chiffres en tête, toutes ces données pour pouvoir donner mon avis là-dessus. Et c'est vrai que j'ai l'impression que malheureusement qu'on tombe beaucoup dans des débats techniques. C'est dans le milieu écolo ces derniers temps, notamment avec des figures comme Jean Covici, et que voilà, le vivant, les écosystèmes, ça pourra jamais être des chiffres. En fait, on pourra jamais calculer tout ça. Et en parlant avec les scientifiques, on se rend compte que voilà, c'est assez vain de penser notre rapport au vivant comme ça. Donc ça, c'était juste des critiques que je pouvais faire, mais voilà, en même temps, je comprends très bien dans un monde où l'économie est au centre et où justement il y a quand même beaucoup de fake news et de trucs pas terribles sur les réseaux sociaux. C'est chouette de proposer ça à la jeunesse. Et du coup, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais t'en as un petit peu parlé en vrai. Donc, continue. Ok. Et donc, on parlait d'écologie libérale, et c'est vrai que on s'est dit avec Vincent en préparant ce petit moment d'échange que ce serait intéressant de parler de stratégie avec vous. Si vous venez à la base, je pense que vous êtes quand même investi dans le mouvement climat et que du coup, en effet, ça servait à rien de. C'est intéressant de plutôt aller dans le concret. Voilà, là, on a quand même eu la 26e COP. Ça fait 50 ans donc, que les pouvoirs économiques et politiques organisent la destruction de notre monde. Moi, j'aime pas parler d'inaction. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de délibéré dans tout ça. Et du coup, c'est bien de parler de décroissance. Je pense que c'est hyper important d'avoir, en tout cas, une pensée intellectuelle riche qui nous permet d'imaginer à quoi pourrait ressembler une société écologique. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à cette utopie-là ? Dans le bouquin, du coup, il y a quand même pas mal de propositions de réforme des institutions, de manière de concevoir l'économie alternative. Mais des fois, je me demande si c'est pas vain de proposer tout ça. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté La première chose sur laquelle je souhaite rebondir, et tu as entièrement raison, et je suis allé un peu à reculons dans ce livre au départ sur tous les ordres de grandeur qu'on mettait en avant. Et moi, j'ai vu un détournement entre les débats qu'on pouvait avoir dans les années 2000 et qu'on a aujourd'hui. Dans les années 2000, quand la décroissance est née, j'ai bien insisté là-dessus, on parlait de décroissance soutenable et conviviale. Et je dirais la dimension conviviale prenait le dessus dans les débats. Et très vite, il y avait cette logique du combien même que j'ai cité sur le fait, mais même si c'était possible, on s'en fout. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, un côté beaucoup plus sensible. C'est-à-dire, j'ai envie de vivre en harmonie avec la nature, non pas parce que les chiffres me disent qu'il le faut, mais parce que ça fait sens pour moi. Je veux rompre avec l'extractivisme, avec l'exploitation, avec le patriarcat, non pas parce que les chiffres me le disent, mais parce que c'est quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue philosophique, fait sens pour moi et quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a même un peu moins, depuis 5 ans, depuis 3-4 ans en particulier sur les réseaux sociaux, je vois sur quelque chose comme LinkedIn ou certains groupes de discussion sur Facebook, on est en permanence en train de pinailler sur des ordres de grandeur, les chiffres, alors l'hydrogène, l'éolien, combien d'éoliennes il faut placer pour faire ça, l'hydrogène quand on va faire, combien ça nous a rapporté, est-ce que ça va décarboner à tel niveau, etc. Et je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et l'enjeu est vraiment de réenchanter la vie. D'où la deuxième partie, ce qu'on essayait de faire. Et en 2013, il y a 2 livres qui sont sortis chez Utopia. Un livre que j'avais co-signé qui s'appelait Un projet de décroissance, et qui avait été très critiqué parce qu'on avait fait le choix avec mes co-auteurs à l'époque de mettre aucun chiffre. Dans ce projet de décroissance, on parlait de la notion de dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est une forme de revenu de base démonétarisé et qui pose la question de comment donner à toutes et à tous de manière inconditionnelle, donc comment organiser la société pour que tout le monde, quand on est sur Terre, on n'a pas choisi de naître sur Terre, on a encore moins choisi de naître sur Terre dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, dans une période, et là tu as raison, c'est non pas on fait rien, mais au contraire on se lève le matin pour participer à l'accélération de la destruction de l'environnement dans lequel on est, de la planète dans laquelle on vit.
Et cette dotation inconditionnelle d'autonomie était très philosophique. D'ailleurs, on parlait d'autonomie au sens que le définit Cornelius Castoriadis, qui était une réflexion sur qu'est-ce qu'une société réellement démocratique. Donc c'est pas combien de fois tu vas aller voter tous les ans, c'est pas une question technique, c'est une question très philosophique, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la place des citoyennes, des citoyens dans la société, c'est lié à une réflexion profonde sur les dominations, sur la justice sociale, la justice environnementale. Donc il y avait ce bouquin-là, il y a un autre bouquin qui était sorti la même année, je crois, ou peut-être l'année d'après, de Michel Lepezan, qui était Politique de la décroissance, qui était un bouquin qui développait beaucoup de réflexions sur la stratégie politique de transformation, sur notamment comment changer la société sans prendre le pouvoir, ni le laisser. Parce que si on se met dans une logique de prise de pouvoir, on est pris par le pouvoir et on reproduit les mêmes dynamiques violentes de domination, d'imposer notre vision du monde sur d'autres personnes, sur la société, voire même on est pris par le pouvoir qui nous fait qu'on est impuissant quand on arrive au pouvoir, etc. Donc des réflexions très profondes qui faisaient aussi à chaque fois des voyages dans les pays du Sud. Je pense au Chiapas et des mouvements comme les mouvements anti-extractivistes ou écoféministes d'Amérique latine qui se battent pour la défense de leurs terres, mais qui amènent aussi toute une dimension très philosophique sur le buen vivir, le bien vivre, sur où il n'y a pas de chiffres, qu'est-ce que le bien vivre, est-ce qu'on peut mesurer avec des chiffres le bien vivre, des réflexions sur la Pachamama, la terre-mère, comment on change notre rapport à la nature qui n'est plus là uniquement pour nous donner des services ou des matériaux pour produire toujours plus, mais par extension aussi c'est une rupture avec la logique d'exploitation, l'exploitation de certaines personnes sur d'autres personnes, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a vraiment le besoin de ramener toutes ces réflexions-là. Alors je cherchais dans le livre, quand tu disais, je crois qu'on cite, mais peut-être que c'est pas dans ce livre-là, on cite ce livre merveilleux d'Olivier Rey, qui est dans une dynamique illichienne, Quand le monde s'est fait nombre. Et je crois qu'il y a toute une nécessité d'avoir une réflexion philosophique profonde qu'on retrouve dans la décroissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a voulu mettre des chiffres sur tout, en fait, on a perverti notre capacité à analyser les choses. Donc les modèles, il n'y a pas de modèles qui sont justes. C'est-à-dire qu'un modèle mathématique ne peut jamais représenter la vie. Des fois, des modèles peuvent être utiles pour comprendre certains phénomènes, certaines choses. Mais trop souvent, et c'est malheureusement le cas avec l'économie, c'est pour ça aussi qu'on cite pas mal Karl Polanyi, qui vient de là où je vis aujourd'hui en Hongrie, sur cette notion de réencastrer l'économie et qui pose la question de... on a cette phrase dans le livre de Mark Twain, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous, et on voit à quel point il y a eu des victoires idéologiques ou culturelles extrêmement fortes, où tous les débats sont en permanence autour de chiffres, et en particulier autour de chiffres économique, c'est-à-dire que quand le marteau qu'on a dans la tête aujourd'hui, il est économique, et quand on va parler changement climatique, on va sortir le rapport Stern, combien ça va coûter, avec les dernières mises à jour dans les études, ça va coûter tant de milliards, alors que l'enjeu n'est pas de savoir combien ça va coûter, l'enjeu est de savoir est-ce que les générations futures vont hériter d'une planète sur laquelle ils pourront continuer à vivre de manière digne, comme nous on a pu le faire jusqu'à présent. Oui, et du coup, par exemple, lorsqu'on parle de comptabilité écologique ou d'autres manières de voir le PIB, je me demande si, au contraire, voilà, à la place de brandir ces alternatives, on ne devrait pas se dire ce qui est important, c'est donc de s'inspirer de tout ce dont tu as parlé, je sais pas, du municipalisme libertaire au Chiapas, etc., du buen vivir, pour se dire, voilà, en fait, il y a une partie dans le livre, justement, où tu parles de penser petit, et dans une société décroissante, l'échelon local est principal, en tout cas, c'est ce qui me semble. Et du coup, c'est vrai qu'actuellement, ce que j'ai envie de porter, c'est la création d'une culture de résistance localement, notamment avec tout ce qui se passe en France, avec le réseau de lutte locale contre les grands projets inutiles à imposer, les zones d'autonomie comme les ZAD, etc. Et de porter plutôt une vision municipaliste. On reprend le pouvoir plutôt que, en tout cas, d'aller auprès des institutions et de revendiquer ces modèles alternatifs. Bon, j'imagine que tu as déjà... Non, est-ce que je suis assez d'accord avec ça, avec une réserve, et que cette grande difficulté qui est que nous ne sommes pas toutes et tous égaux pour faire des pas de côté et se réapproprier nos choix de vie pour aller sur une ZAD,
pour s'investir dans une initiative citoyenne locale, pour quitter son bullshit job et aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens, ou simplement se réapproprier du temps pour passer avec ses amis, ses enfants, voyager, lire des livres, penser la société, participer à la vie de la cité, etc. Et c'est pour ça qu'il est important d'accompagner ces dynamiques à la fois individuelles et citoyennes. Et en plus, il y a des attentes en termes d'aspiration, en particulier chez les plus jeunes, et peut-être les plus jeunes, les plus éduqués, les plus privilégiés, pour expérimenter des modes de vie alternatifs, pour construire ce que pourraient être les mondes de demain. Il y a des limites qui sont les limites économiques. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on commence sa vie, c'est soit on fait des études, on est plutôt privilégié, mais on fait quand même un emprunt étudiant pour financer ses études. Donc l'emprunt étudiant fait que derrière, on est obligé d'accepter le bullshit job pour rembourser l'emprunt étudiant. Pour avoir le bullshit job, il faut avoir la bagnole ou le logement dans des endroits où ça coûte très cher. Donc on est pris dans ce piège et de fuite en avant, une forme d'aliénation économique à ce modèle de société. Et puis quand on est parmi les moins privilégiés, je dirais que c'est encore pire. C'est même pas l'emprunt étudiant, c'est le crédit à la consommation pour simplement survivre et accepter des travaux précaires, humiliants, fatigants, ou en plus derrière, dans une réflexion qu'on retrouve dans la décroissance sur le travail qui vient de Tripalium, où le travail est vraiment un outil de torture. Et quand on a enchaîné ces deux boulots pour payer ses factures pour survivre, on n'a plus l'espace psychique de prendre un bouquin ou de participer à la vie des cités. On veut juste pouvoir se reposer, se détendre et ainsi de suite. Et il y a vraiment toute une réflexion sur comment, quelque part, arrêter cette hémorragie, où on est pris dans cette dynamique où de plus en plus de personnes se rendent compte qu'on est comme le hamster dans la roue, qui est obligé de courir toujours plus vite pour des choses qui n'ont pas de sens. Mais en même temps, on ne sait pas comment sortir de la roue et on ne peut pas comment sortir de la roue. Et c'est pour ça que c'est important de parler de propositions concrètes comme le revenu de base, comme l'extension des sphères de la gratuité pour le bon usage d'un certain nombre de ressources nécessaires autour des services publics, par extension, ce que j'évoquais tout à l'heure, la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est une forme de revenu de base démonétarisé, puis d'ouvrir le débat sur notre modèle économique autour de qu'est-ce qu'une banque centrale, qu'est-ce que la création monétaire, comment ça fonctionne, quel type de gouvernance on doit avoir par rapport à ça, quel rôle ça joue? Est-ce que ça joue un rôle central? Est-ce que ça joue un rôle secondaire? Des audits citoyens des dettes publiques, mais surtout des dettes privées, de plus en plus, qui sont bien supérieures aux dettes publiques. Donc il y a un besoin de débat aussi technique pour se réapproprier la démocratie, se réapproprier toutes ces institutions qui aujourd'hui nous imposent un agenda qui nous empêche de nous émanciper de la société de croissance et qui nous empêche de redevenir des actrices et des acteurs de nos vies vers des modes de vie qui ont beaucoup plus de sens, beaucoup plus de joie de vivre et qui permettent aussi de répondre aux enjeux environnementaux auxquels on fait face. Oui, non, mais je suis d'accord sur cette question d'inclusivité et c'est vrai que dans le bouquin, bien entendu, il y a un petit peu... tu parles de choses assez classiques comme les AMAP ou ce qu'on peut faire pour s'investir en tant que citoyen et pour avoir un mode de vie décroissant. Et c'est vrai que je suis assez attristée de voir que le mouvement écolo, pour l'instant, se pose pas trop ces questions-là de comment est-ce qu'on recrée une société d'entraide, comment est-ce qu'on recrée des communs. Ça commence, il y a quand même des chouettes assos comme Terre de Liens ou la Foncière Antidote qui est un fonds de dotation qui s'est créé cette année et qui va pouvoir justement acheter des communs un peu partout en France, mais ça reste assez timide et j'ai l'impression que c'est vrai qu'actuellement le fait de pouvoir sortir du système et être réellement décroissant, c'est accessible à peu de personnes. Alors du coup. Juste rebondir là-dessus rapide et puis je te laisse retrouver ton fil. Il y a un peu aussi cette difficulté, c'est-à-dire qu'on hérite d'institutions politiques et aussi d'un imaginaire médiatique, sociétal, qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et il y a une forme, là aussi, j'évoquais des enquêtes d'opinion, en particulier en France, qui montrent qu'il y a une inspiration pour rompre avec le système capitaliste, cette logique du toujours plus, du gâchis consumériste, etc. Et puis se réapproprier des formes de vie beaucoup plus sereines, du temps à passer avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, avec de la culture, etc. Et ce que le système médiatique met en permanence en avant,
Et de la même manière, je crois qu'il y a un des enjeux dans la décroissance, c'est de rendre visible ce qui est invisibilisé par le système. C'est-à-dire que dans cette logique qu'on a dans la décroissance de décoloniser l'imaginaire, c'est aussi de mettre le curseur sur les choses les plus importantes pour notre bien vivre, pour notre vivre ensemble, qui sont toutes les solidarités informelles, qui sont le care, principalement porté par les femmes, qui n'est pas rémunéré, donc dans une société ultralibérale comme la nôtre, n'existe pas, puisque c'est pas rémunéré, mais c'est central et fondamental pour notre vivre ensemble. Et quand on veut penser l'utopie, en fait, il faut souligner le fait qu'il y a énormément de choses qui sont déjà dans une logique de décroissance dans cette société capitaliste dans laquelle on est, mais on ne les voit pas et on ne les met jamais en avant. Et partir de l'existant, de toutes ces belles choses au quotidien que l'on peut avoir, pour les promouvoir et dire non mais en fait on y est déjà pas mal, mais on ne le voit pas. Et ce que l'on voit, c'est cette partie émergée de l'iceberg qui est cette autodestruction totalement délirante, consumériste, calculée par le PIB, qui rentre dans cette logique capitaliste, etc. Du coup, c'était dans le film, mais on vient à quelque chose d'un petit peu différent. Tu parles de transition dans le livre. Est-ce que tu penses qu'on peut encore défendre ce concept-là ? C'est devenu un concept tarte à la crème. Alors, je ne sais pas si le mouvement existe encore et s'il est très connu, mais il y a une quinzaine d'années avait émergé un mouvement Transition Network, Transition Tone, en Angleterre autour de Rob Hopkins, et les décroissants étaient plutôt critiques avec ce mouvement, et c'est vrai que c'est un mot qui est devenu un peu passe-partout. Alors moi, je continue à parler de transition, mais dans une logique de décroissance, dans le sens où on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une société de croissance à une société de décroissance. Donc ça va demander une transition, mais la transition en elle-même n'est pas l'objectif en soi, donc il faut être très prudent dans l'utilisation de ce mot pour que ça ne devienne pas un mot qui justifie le fait que l'on ne change rien ou qu'on n'aborde pas les vrais sujets de fond et qu'on rentre pas dans le dur par rapport à des conflictualités qu'il faut aborder, quoi. Donc on va avoir besoin de transition dans le sens où la décroissance doit se faire de la manière la moins violente possible et dans une logique de dialogue, de bienveillance, de démocratie participative, de choix volontaire, mais en même temps, il ne faut pas que cette envie d'être le moins violent possible fasse que l'on ne fasse rien, quoi. Et puis j'ai l'impression que qu'une société décroissante, ce serait un bouleversement tel que malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'exemples historiques qui nous laisseraient croire en fait qu'il va pouvoir y avoir une transition. Enfin, pour moi, ce sera forcément une rupture en tout cas. Mais nous, on parlait de métamorphose à un moment donné avec le Parti pour la décroissance. Il y a déjà pas mal de temps. Ouais, on change de paradigme. Et là, c'est intéressant d'aller voir un peu tous les historiens qui ont fait un travail d'analyse, de transformation de paradigme. En général, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est pas nécessairement linéaire, qui est jamais homogène dans une société. La différence c'est qu'aujourd'hui il y a une forme d'accélérationnisme qui fait que ce changement de paradigme, là où il a pu prendre plusieurs siècles ou plusieurs générations par le passé, aujourd'hui il se fait sur 1, 2, voire maximum 3 générations. Et il se fait avec des ruptures extrêmement violentes. Si on pose la question, par exemple, de nos dépendances aux énergies fossiles, une rupture d'approvisionnement aux énergies fossiles dans des sociétés comme les nôtres peuvent s'avérer être d'une violence effroyable, mais peuvent s'avérer aussi être libératrices de créativité, de solidarité, de vivre ensemble. Je pense, par exemple, c'est tout un débat qu'on a autour des low-tech. Une société des low-tech n'émerge pas tant qu'on a du pétrole et de l'argent. Par contre, quand on se retrouve sans pétrole et sans argent et qu'on n'a pas d'autre choix, d'un seul coup naît toute une dynamique de créativité qui fait que les low-tech prennent sens et on réenchante la vie en se réappropriant les techniques, les outils. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement des outils techniques. Enfin, ça peut être aussi du vivre ensemble, de la démocratie participative, de l'intelligence collective, de l'entraide, des solidarités, etc. Qui aujourd'hui sont bloqués parce que on a encore le métro qui nous amène au boulot, parce que on a encore la bagnole pour aller au supermarché dont on dépend et ainsi de suite. Idéalement, ce serait quand même bien d'éviter d'avoir des ruptures d'approvisionnement de nourriture dans une ville comme Paris, on est 10 millions. Donc de l'anticiper, d'organiser la transition, d'avoir un projet de réoccupation, de réorganisation, d'aménagement des territoires. Donc des gens qui aujourd'hui ne souhaitent plus vivre en banlieue peuvent trouver de la joie de vivre en amenant des dynamiques autres, en allant à la rencontre des gens dans d'autres territoires qui sont aujourd'hui abandonnés, de ramener de la production agricole, de ramener
de la végétalisation dans les villes, donc ramener la campagne dans les villes, la ville dans les campagnes, et ainsi, donc d'avoir toute une réflexion, de créer de nouveaux métiers ou de nouveaux rôles dans la société qui peuvent être des facilitateurs, de créer des dynamiques de démocratie participative. Donc idéalement, le faire au maximum avec une logique de dialogue. Mais dans les faits, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Et je crois que la décroissance, comme beaucoup d'autres mouvements, comme les Jeunes pour le futur, etc., c'est-à-dire que tout ce qu'on peut apporter comme résistance, comme débat, comme expérimentation, sont autant de filets de sécurité au moment où on va se prendre des chocs dans la figure et qui vont faire que la société va plus basculer vers des choses vertueuses et solidaires plutôt que vers des replis sur soi et violents et autoritaires. Et on est un peu entre les deux, et l'histoire nous a toujours montré qu'une société n'est jamais uniforme. On a aujourd'hui énormément de pans de notre société qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue de la décroissance et extrêmement inquiétants d'un point de vue du capitalisme productiviste. Et je crois que demain, on aura la même chose. La question, ça va être comment ces chemins vont se mettre en place. Est-ce qu'ils seront extrêmement violents ou est-ce qu'ils seront plutôt solidaires et vertueux? J'imagine que ça peut être les deux. Et enfin, on a quand même des beaux exemples de mouvements sociaux qui ont atteint leur but, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis ou les suffragettes, et qui ont quand même été assez offensifs, où il y a eu pas mal de violence, parce que bon, de toute façon, je pense que les grands changements ne peuvent pas, malheureusement, ne pas arriver sans violence. Enfin, la société est déjà beaucoup trop violente, et enfin, pour instaurer un rapport de force, il faut malheureusement, je pense, qu'on atteigne un certain niveau de violence aussi, même si on peut le faire de manière, je pense, la plus éthique possible, en essayant de faire le moins de mal aux êtres vivants. Tu poses la question de la violence, mais on pourra peut-être revenir dans le débat tout à l'heure. J'en ai marre du débat sur la non-violence. Mais... Et oui, tu peux aborder dans le livre, alors on n'en parle pas. Mais c'est vrai que tous ces imaginaires de, enfin voilà, la décroissance peut nous redonner de l'espoir, c'est cool, ça va, enfin on va pouvoir aller vers une société des low-tech dans la joie et la bonne humeur. Enfin, j'ai l'impression que peut-être que là il y a justement une rupture générationnelle, parce que chez les jeunes en grève pour le climat, j'ai l'impression qu'on peut plus du tout y croire. Enfin, on est genre juste, enfin, de voir que ce système, depuis des dizaines et des dizaines d'années, enfin, même quand on voit les mobilisations qu'il y a eu peut-être dans les années 70, ou même des mouvements comme le Front de Libération de la Terre dans les années 90, qui a fait, je sais pas, plus de 1000 actes de sabotage dans le monde entier, enfin, toutes les mobilisations incroyables qu'il y a eu pour l'écologie n'ont mené à rien. Et donc, en tout cas, voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est super chouette d'avoir tous ces concepts, pour se dire, en tout cas, si à un moment, on peut enfin décider ce qu'on veut faire de notre vie, comment on veut s'organiser, on aura des bases solides sur lesquelles s'appuyer. Mais en tout cas, voilà, je crois pas... Enfin, ça me donne pas forcément énormément d'espoir. Et puis, justement, quand on parle de décider de nos vies, tu faisais référence à la démocratie participative. Moi, c'est vrai que c'est aussi un terme que j'aime pas trop, et que je préfère parler aussi de démocratie directe. Enfin, c'est... Et d'auto-organisation, du coup. Excellente conclusion. Je propose qu'on passe la parole à la salle, qui peut rebondir sur ce qu'on a dit en mots introductifs, et sachant qu'il n'y a pas de sujet tabou. Qui souhaite prendre la parole? Il y a une main qui se lève derrière. Je pense qu'on a un micro qui doit circuler quelque part. Bonjour, Adrien. Enfin, je m'appelle Adrien. J'avais une petite question sur quelque chose que vous venez de dire à l'instant, c'est par rapport au fait qu'on a besoin de temps pour faire une transition. Mais est-ce qu'on a le temps? Combien de temps on a? Vous parlez de plusieurs générations. J'ai pas l'impression qu'on ait plusieurs générations personnellement, mais en tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai généralement quand j'écoute des débats de ce style.
J'ai dit que historiquement, ce type de transition se faisait sur plusieurs générations, voire plusieurs siècles. Et là, il faut le faire sur 1, 2 ou 3 générations. C'est notre défi. Alors après, il y a, je vais raconter une anecdote, j'aime bien raconter cette anecdote, il y a face à une urgence, pour avoir eu d'autres métiers par le passé, et quand on discute avec des gens qui travaillent, style les pompiers, les ambulanciers, les médecins urgentistes, ou moi j'étais responsable de la sécurité ferroviaire d'une grande gare parisienne, et quand on est face à une urgence, ce qu'on apprend dans ces métiers-là, c'est de ralentir. Et c'est contre-intuitif, parce que face à une urgence, on aurait plutôt tendance à vouloir s'énerver, s'exciter, aller vite, faire plein de choses dans tous les sens, et ça répond peut-être un peu à la question de la violence, à la question de l'agacement ou l'impatience qu'on peut avoir par rapport au changement. Et en fait, quand ce qu'on apprend dans ce type de métier, c'est que si on veut aller trop vite pour résoudre le problème, on va créer du chaos sur le chaos, on va créer d'autres problèmes, d'autres accidents, etc. Et qu'il est plutôt préférable de prendre le temps d'analyser correctement les choses et d'avancer de manière, je dirais, réfléchie, systématique, calme, non violente, posée. Et au bout du compte, en allant lentement, on va beaucoup plus vite. Donc c'est quelque chose que je vous laisse méditer. C'est-à-dire que pour aller vite, il faut ralentir. Oui, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Hein. Oui, il a été dit que la décroissance ou la visibilité de la décroissance aurait commencé en France en 2002. Probablement tu fais référence au colloque de l'UNESCO dont Serge Latouche parle énormément. Moi je dois faire un peu d'histoire, on parle de Poliani, La Grande Transformation. C'est un livre assez ancien, je sais pas. 44. 44. Et pourtant, il y a beaucoup de leçons à apprendre dans le livre de Poliani, le réencastrement, etc. Moi, je dis que la décroissance, le mouvement décroissant a commencé avant, dans les années 1960 en Californie. Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, etc. Et déjà, moi, j'étais un peu de cette génération. Je ne voudrais pas faire le vieux paléo avec souvenir, le vieux con et des machins trucs. Mais les idées germaient déjà dès cette époque-là. Si on lit ça, Kerouac, la route, etc. Vraiment ça. Et il y a tout un mouvement. Et après, ça, en France, il y a une contamination en Europe et en France. Le mouvement du Larzac. Je suis aussi un paléo larzacien, j'y peux rien, je suis comme ça. J'ai la vie que j'ai vécue. Et je crois que la décroissance, dès les années 60, 70, 80, était présente au Larzac. On se posait déjà des questions, comment bouffer, comment consommer moins, ne pas se connecter à EDF, de l'eau, on économisait énormément, ce qui veut dire que la décroissance, elle n'a pas commencé en 2002, c'est une idée ancienne. Et quelquefois, pour gagner du temps, tu dis, quelquefois, il faut aller lentement, pour gagner du temps, pour construire de l'avenir, il serait bon de temps en temps de regarder en arrière, ce qui s'est fait. Il y aura beaucoup, dans les livres de l'époque, etc., Boutchine aussi, un auteur majeur dans la décroissance, c'est dans ces années-là qu'il pensait, etc., quoi. Alors, ralentir, oui, regardons un peu en arrière pour aller plus vite de l'avant. Voilà. Exactement. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Enfin, c'est fou de voir la richesse des débats qu'il y a eu dans les années 70 et là où on en est actuellement. Enfin... Et revenir justement sur toutes les mobilisations qu'il y a pu avoir, que ce soit au Larzac, en France, les mobilisations paysannes, les mobilisations antinucléaires, les grandes marches pour le climat aux États-Unis où un Américain sur 20 était dans les rues. Enfin, il s'est passé quand même. Ben voilà, c'est ça. C'est vrai que quand on parle de génération climat, je dis en fait non, pas vraiment. Mais c'est pour ça que c'est aussi un peu déprimant, mais que en même temps on peut vraiment s'inspirer de ces luttes. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de pas être dans l'idéologie, mais de voir ce qui s'est fait, d'en tirer des conclusions. Et c'est pour ça que j'avais une vision peut-être un peu plus négative de comment est-ce qu'on peut arriver à cette super société écologique. J'aimerais justement prendre le temps, ne pas faire de burn-out militant, parce que justement, quand on voit que le capitalisme il avance si vite et qu'il a des moyens énormes, en tant que militant, on a un peu tendance justement à dépasser certaines limites, ce qui peut être contre-productif, mais en même temps, je peux pas aller, je sais pas, genre justement dans les Pyrénées, vivre ma vie de décroissante dans la lenteur. Et faire les choses petit à petit, parce que je sais que sinon je vais me faire rattraper et qu'on va tous mourir, quoi. Donc, un peu compliqué. Et justement, pour ralentir, pour aller vite, ça passe par tout ce travail historique. Et je rappelle encore les précurseuses et les précurseurs de la décroissance, cette collection qui est merveilleuse. Et
tu cites le municipalisme libertaire de Bookchin, mais tu parles de la question de la violence. En fait, c'est un débat qu'on retrouve dans tous les mouvements depuis que les mouvements politiques existent et qu'on retrouve toujours construit de la même manière. Est-ce que c'est plus efficace, moins efficace? Puis il y a une autre question à se poser, c'est pourquoi dans les années 70, dans le Larzac, ce projet ne s'est pas imposé partout en France? Ou tu parles de la Californie, pourquoi les États-Unis ne sont pas devenus la Californie de ces mouvements-là des années 60-70, mais sont devenus les États-Unis de Donald Trump ou de Biden aujourd'hui, quoi. Donc il y a vraiment toute une réflexion historique. Je pense que la différence elle est, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment face au mur, ou peut-être qu'on est déjà rentré dans le mur, contrairement à ce qu'on pouvait vivre il y a quelques décennies autour de ces mouvements-là. En même temps, il y a quelque chose aussi d'assez sidérant et contradictoire, c'est qu'on est dans un monde extrêmement pacifié, tout en étant dans le mur. Les années 60-70 étaient beaucoup plus violentes sociétalement que notre monde aujourd'hui, quoi. Et je vois que t'hésites, on va pas ouvrir ce débat-là. Et en fait, on est face à un monde extrêmement pacifié, face à des défis qui sont potentiellement extrêmement violents. Et comment justement on aborde toutes ces questions-là? Si quelqu'une ou quelqu'un veut le micro. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et il me semble que pour moi les options pour notre avenir c'est entre la décroissance et l'écofascisme en gros, parce que on va vers le mur ou la falaise il me semble qu'il y a un sujet dont on n'a pas vraiment parlé ce soir, mais c'est les médias et comment les médias sont responsables de vraiment créer ces environnements, ces ambiances de peur et de comment dire de haine envers des idées comme vous avez tous les deux vécu dans vos interventions récentes. Donc donc par exemple la période dont vous parlez, monsieur, sur les années 60 et 70, où il y avait cet énorme mouvement de hippies, de psychédéliques, d'expérimentation et d'ouverture d'esprit envers le monde et de solidarité internationale. Ça, c'est vraiment à travers des médias, de la télévision que le gouvernement américain a pu susciter la peur et l'effroi envers ces types d'instruments, enfin des outils que dont les gens sont emparés. Et voilà, donc je pense que aujourd'hui, moi je vois en France que les médias ça devient de plus en plus concentré, même en France, mais aussi ailleurs. En Angleterre, au Royaume-Uni, en Australie, c'est des grands pouvoirs, des milliardaires qui contrôlent les messages et la communication. Comment est-ce qu'on peut faire pour en fait changer le message et pouvoir changer le discours voilà. Mais c'est vrai que la question des médias, ça a été quelque chose d'assez central dans nos débats chez Youth for Climate. Parce qu'on voit bien que lorsqu'on est invité sur les plateaux télé, c'est vraiment pour être la caution jeune écolo et qu'on ne nous laisse pas vraiment la place pour s'exprimer et que souvent c'est des expériences assez violentes pour nous. On est des militants de terrain, on n'est pas vraiment formés pour aller justement défendre nos actions sur BFM TV et pourtant en fait on décide d'y aller parce que si on n'y va pas justement c'est des professionnels des médias, des gens qui sont pas du tout sur le terrain et souvent qui sont beaucoup moins jeunes que nous et concernés par les questions d'écologie qui vont y aller. Et donc voilà, à chaque fois qu'on a une intervention, vraiment on essaie de faire en sorte de trouver des brèches, de pas répondre aux questions qu'on nous pose souvent. Pour proposer un discours intéressant, mais bon voilà, on voit que c'est quand même compliqué d'être très présent dans les médias, surtout depuis qu'on a que l'âge d'or de 2019 est passé, et c'est vrai que c'est de pire en pire la ligne qui est défendue par les grands médias.
voilà, on fait le choix de continuer à y aller. Je sais pas comment on pourrait changer les choses. Peut-être que si on faisait des campagnes de désobéissance civile, justement spécifiquement sur la question des médias, comme en Angleterre avec XR, on pourrait obtenir quelques victoires. Il y a quelques médias quand même en Angleterre qui ont décidé de consacrer plus de papier à l'écologie, mais bon, j'ai l'impression que ça reste marginal et que c'est compliqué, quoi. Ça reste The Guardian, hein, qui est quand même Oui. un média de niche. Non, la question des médias, elle est fondamentale. Hein. Et, la question des médias, elle fait le lien aussi avec la question de la publicité, la question des réseaux sociaux, qui sont en fait ceux qui façonnent l'imaginaire collectif, et que j'évoquais tout à l'heure. Il y a quand même cette situation totalement invraisemblable dans la société française, où toutes les enquêtes d'opinion montrent que la société française est exactement le contraire de ce que les médias dominants passent leur temps à nous faire croire et à nous dire, mais qui du coup existent parce que c'est dit par les médias dominants. C'est-à-dire que il y a des enquêtes d'opinion, j'évoquais, sur la décroissance. Les gens en majorité ou en nombre conséquent, il faut toujours être prudent avec les enquêtes d'opinion, mais les ordres de grandeur sont assez convaincants, où il y a une bonne partie des citoyennes et des citoyens qui croient beaucoup plus dans la sobriété, la solidarité, la rupture avec le capitalisme, la rupture avec le productivisme, le consumérisme, des solidarités nord-sud, etc. La France, d'après plusieurs études, n'a jamais été autant à gauche en termes d'attente de justice sociale. Et puis on allume les médias, on nous parle de quoi? On nous parle du grand remplacement, on nous parle que le gros problème, ce serait nos amis musulmans qui sont là pour nous voler, pour ne plus nous vendre des jambons beurre dans les boulangeries. Ce serait je ne sais pas quel délire, mais totalement fou. Et c'est très compliqué de lutter contre ça. Et quand on regarde à qui ça appartient, ces médias, on comprend beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça revient au fait qu'aujourd'hui, le choix, il est entre la décroissance, dans le sens d'un modèle démocratique, alors peut-être pas participatif, délibératif, direct, de démocratie directe, de justice sociale, de sobriété, de partage, de rupture avec le capitalisme, ou un système autoritaire, comme tu disais, d'écofascisme dans les mains d'une minorité qui va décider comment on organise ça, et on continue l'exploitation à travers le rationnement, à travers toujours plus de high-tech pour contrôler les gens, les téléphones portables pour nous contrôler sur nos mouvements, etc. Enfin, on a vu des choses quand même extrêmement inquiétantes en période de Covid sur ces questions-là qui devraient interpeller, ouvrir des débats. Et je posais aussi la question de la publicité. C'est pas un hasard si la décroissance, elle naît, alors t'évoquais le colloque de 2002 à l'UNESCO, défaire le développement, refaire le monde, avec toute une réflexion sur les relations nord-sud. Peut-être qu'on a beaucoup à apprendre d'autres civilisations dans les pays du Sud, d'autres civilisations qui ont su vivre sur des milliers d'années sans détruire leur environnement, contrairement à nous. On est une civilisation relativement jeune et qui a tout saccagé. Donc l'autre pendant, c'était la publicité, qui est un outil de fake news généralisé. Alors on n'arrête pas de nous seriner Donald Trump les fake news, Zemmour les fake news, Orban là où j'habite les fake news. Mais en fait, elles sont partout, tout le temps, dans les médias dominants, de manière totalement légitime. Ça s'appelle la publicité. On va nous vendre de la bagnole électrique propre, on va nous vendre des tas de produits éco-responsables, je sais pas quoi, et qui a un budget monstrueux et qui plus est utilise à dessein des outils de manipulation du cerveau humain extrêmement puissants. C'est-à-dire que les publicitaires sont de très fins psychologues, psychanalystes, ils connaissent très bien la psychologie sociale, les sciences cognitives, les neurosciences, etc. Et à dessein, ils utilisent des outils de manipulation en jouant sur les peurs, sur l'infantilisation, pour nous faire désirer, pour hacker totalement nos désirs, nos représentations, nos imaginaires, pour faire de nous des consommateurs compulsifs qui acceptent le système dans lequel on est. Et je crois que moi, le seul truc avec lequel j'appellerais à des formes d'autoritarisme ou de violence, c'est par rapport à la publicité, par rapport au système médiatique, qu'il faut à minima dénoncer, voire réguler, voire interdire de manière urgente. Enfin, là, pour le coup, il y a vraiment une urgence d'arrêter tout ce système de manipulation. Puis l'autre pendant, alors on en parle beaucoup ces derniers jours, mais on le sait depuis assez longtemps, c'est tous les réseaux sociaux dont nous sommes devenus dépendants, avec des algorithmes qui ont été développés dans une logique d'optimiser les profits publicitaires,
qui sont aujourd'hui hors de contrôle. C'est-à-dire que même les ingénieurs qui les ont développés ne savent plus les reprendre en main pour les recontrôler. Et puis, ce qui buzz, c'est polémique sur polémique. Donc, on rajoute de la violence sur la violence dans notre société, alors qu'on aurait besoin de délibération citoyenne apaisée, bienveillante, ouverte, mais exigeante. C'est-à-dire, il faut aborder les conflictualités, les conflits d'intérêts qu'a notre société, mais surtout pas avec tous ces outils dont on hérite aujourd'hui et qui participent à une accélération de la montée des violences dans nos sociétés. Alors, moi, je voulais parler de... ça rejoint l'exposition médiatique et l'absence de débat, en fait, de visibilité sur les thèses décroissantes, en fait. Récemment, il y a eu la campagne des primaires écologistes, où Delphine Batho prônait la décroissance. Moi, j'ai participé à des distributions de tracts et j'ai constaté que on était loin de la majorité des sondages, en fait. Sur le terrain, les a priori sur la décroissance c'est tout de suite il y a gros malentendu, en fait. C'est le terme qui fait que, alors, il permet de faire débat, mais il bloque aussi parce que les gens voient récession. Enfin, c'est les grands réflexes traditionnels. Comment on va payer les acquis sociaux, voilà, des grands trucs qui reviennent. Et donc ça nécessite une explication. Et c'est vrai que quand on discute avec les gens sur les marchés, on a que la porte s'ouvre, hein, parce qu'il y en a qui sont assez fermés. Quand il y a débat, et il y a une façon qu'on arrive à expliquer, ça commence à s'entrouvrir, et donc il y a une nécessité. Mais sauf que, comme tu le disais, il y a l'absence de... L'espace psychique n'est pas disponible. On n'a pas... alors le peu d'espace de cerveau disponible qu'on a, il est accaparé par la publicité et les grands médias. Donc, ce que je me disais, c'est que nous, là, on est tous concernés par on se sent tous très concernés, on s'est informés sur la décroissance. Mais pour faire ce travail-là qu'on pouvait faire sur les marchés, il faudrait qu'on multiplie ce genre de débat de façon à grande échelle. Alors, il y a des tiers-lieux, il y a effectivement, où c'est un peu toujours les mêmes gens qui viennent. Donc l'intérêt, ce serait de massifier. Et je me demande donc si, pour amener les gens à s'intéresser et à participer à ces formations populaires, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un moyen de rendre le sujet désirable, mais presque avec les moyens de la publicité, c'est-à-dire que faire rêver, quoi, en fait, parce que faire une sorte de contre-feu, si vous voulez, mais alors bon, on n'a pas les médias avec nous, mais je pense que la créativité, on parle beaucoup de récits en ce moment, des œuvres cinématographiques qui seraient inspirées de la décroissance, qui fassent rêver de cette manière-là. On a beaucoup de choses qui parlent de l'avenir de façon très dramatique. Et tu parlais beaucoup de joie et de plaisir de se retrouver ensemble. Est-ce que dans les chansons, pourquoi ça n'inspire pas des artistes? Pourquoi ça n'inspire pas plus voilà. Non, c'est... Alors, je réagis, puis Léna pourra ajouter son mot si elle le souhaite. Moi, le premier, quand je regarde des séries, m'arrive, hein, comme tout le monde a regardé des séries, la série un peu style, ça s'appelait comment le film, Cercle Vert ou Soleil Vert. Non, pas Soleil Vert, non. Justement le film L'Utopie de Colin Serrault. La Belle Verte. La Belle Verte, ça m'emmerde. Je préfère... j'ai regardé une série sur la Pennsylvanie, le fin fond de la Pennsylvanie, c'est la misère. Il y a un meurtre, il y a une femme policière qui est paumée dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus tripant, pareil, d'écouter des chansons. Moi, j'aime le jazz, la musique New Orleans, etc., qui parlent des souffrances, de la misère. Je sais pas pourquoi on est attiré par les arts, par des choses plutôt négatives. Et c'est vrai que la série Netflix qui va parler de l'utopie qu'on essaie de construire à Cargonomia à Budapest, où on va le mercredi à la ferme, on est heureux, on mange ensemble, etc., ça intéresse pas grand monde, quoi. C'est chiant, c'est agréable à vivre, mais c'est chiant à regarder quand on rentre du boulot. Et on a un gros problème là-dessus, c'est-à-dire que notre société,
elle a su, et les artistes, nous les premiers, que ce soit des cinéastes, des écrivains, on a su documenter de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus belle, et c'est paradoxal, la dystopie que l'utopie. C'est-à-dire qu'on a un imaginaire où il est beaucoup plus facile pour nous d'imaginer. Et dans ton discours tout à l'heure, il y avait un peu de ça aussi chez les jeunes. La perte d'espoir, elle est liée à ça. Il est beaucoup plus facile d'imaginer l'effondrement de notre civilisation que la sortie du capitalisme. Et encore moins une sortie heureuse du capitalisme ou du modèle de société de croissance dans lequel on est aujourd'hui. Et on est pris dans ce piège-là. Sur la question de retourner les outils du système contre le système, moi je suis plutôt sceptique par rapport à ça parce que le système a déjà commencé. Et c'est la grande force du mot décroissance, mais ça va arriver que la publicité commence à nous vendre des 4x4, des SUV électriques, avec tout l'imaginaire décroissant derrière. Ils le font déjà avec l'imaginaire de la convivialité écologiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on te vend un 4x4, quand on te vend un SUV électrique, on va voir une famille qui est heureuse dans le SUV, donc la narration belle, etc., qui va aller avec son SUV dans une belle campagne riche de biodiversité, avec les vélos sur le toit, faire du vélo dans la forêt. Mais le produit qu'on va vendre, c'est pas... On sort de la voiture, le produit qu'on va vendre, c'est le SUV électrique pour aller faire du vélo dans la forêt. Et en fait, le système récupère tout. Et le terme décroissance, au départ, il a été proposé par quelqu'un qui vient du monde de la publicité à dessein, parce qu'il sait très bien que le principe de la publicité, c'est de récupérer tout. Et c'est la grande difficulté qu'on a, c'est quand on a des victoires culturelles sur les enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on lance le slogan décroissance, les débats sur le changement climatique ou la chute de la biodiversité étaient au niveau zéro. Là, aujourd'hui, on a toute une partie non négligeable des jeunesses du monde qui ont compris qu'on était dans une impasse. Mais que fait le système? Il fait d'autant plus de greenwashing. On l'a vu à la COP26, c'était Macron qui est plus écolo que n'importe quel champion du monde de l'écologie. Là où il y a 20 ans, il n'y avait pas besoin de le faire parce que les gens ne s'y intéressaient pas. Donc le système en permanence récupère le truc et une fois de plus, il y a la nécessité de prendre le temps. Je crois que derrière le terme décroissance, et il est assumé, et à l'expérience du monde que c'est nécessaire, il y a une exigence de prendre le temps d'aller vraiment discuter avec les gens, de lire des livres, d'aller regarder les bons films, de se poser des questions, de faire ce chemin individuel, collectif et politique. Et malheureusement, on peut trouver des slogans magiques, et il y en a eu par le passé. En général, les slogans très positivistes, très positifs, qui ont toujours été critiqués par les réseaux de la décroissance, à juste titre ou des fois par exagération ou malhonnêteté, malheureusement, on va fédérer des gens sur des malentendus. Où les gens ils vont croire que on est en rupture avec le système, mais en fait j'avais pas compris que ça voulait vraiment dire ça. Et il y a une nécessité en fait de radicalité dans le sens de prendre le problème à la racine et de prendre le temps du débat et de prendre le temps de l'exigence d'un débat qui demande d'aller vraiment en profondeur dans les choses. Mais ça doit passer non pas par les réseaux sociaux qui ne permettent pas ça. Les médias dominants aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient suffisants, mais peut-être de repenser d'autres formes de débat, des espaces. Au moment des Gilets jaunes, j'ai fait une tribune dans Libération qui appelait partout dans notre société le vendredi après-midi chômer, ou dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, le vendredi après-midi, on ne fait plus rien, mais on fait un barbecue, où on mange ensemble, et on regarde un film, on discute de livres qu'on a lus, on réfléchit. Je bosse dans l'aviation, le vendredi après-midi, avec tous mes collègues, on prend le temps de réfléchir, mais c'est la fin de l'aviation, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je crois qu'on a besoin, c'est vraiment cette urgence de ralentir, cette urgence de dire, mais on s'arrête. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si en période le premier confinement, a été une grande période de prise de conscience pour beaucoup de monde. Ce premier confinement, on était vraiment confinés, c'est pas on continue à bosser comme des cons, mais on est à la maison, puis on se retrouve comme un con à la maison, à essayer de faire du télétravail avec les gamins, à cuisiner, à devoir s'occuper des choses essentielles, trouver la bouffe. Il y a des tas de gens qui d'un seul coup se sont dit, mais j'ai vraiment une vie de con. Et je crois que en fait, la grande force que l'on a, c'est de ralentir, de dire aux gens, arrête ta vie de con. Et réapproprie-toi ce qui a du sens. Oui, mais bon, en même temps, je vois qu'on a tous plein de trucs intéressants à dire dans la salle et que j'aime pas trop monopoliser la parole, mais juste pour pas qu'il y ait mégarde, je pense pas qu'on ait cette vision un peu
enfin en tout cas, quand j'ajoutais un petit peu une vision négative à tout ce qu'on disait, non, mais je préfère le dire, enfin parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans cet imaginaire collapso où justement, où je sais pas que ça va, enfin de chaos et de trucs vraiment très dark. C'est juste que, enfin, je pense qu'on a juste conscience que la lutte écolo ce sera difficile, que enfin, quand justement là, ces derniers mois, j'ai vécu à Notre-Dame-des-Landes de manière très cliché. Et voilà, enfin, je trouve ça, enfin, ça me remplit de joie en même temps de voir que voilà, pendant 10 ans, il y a des gens qui ont vécu dans le froid, dans la boue, dans des cabanes, qui sont battus avec la police, qu'une personne a perdu une main, qu'il se passait des choses très difficiles, mais qu'en fait, on est tous, enfin, j'ai l'impression, enfin, pas tous, mais que voilà, maintenant c'est un territoire où on réinvente les communs et que cette lutte a été victorieuse. Et c'est comme ça que je vois les années à venir, dans une composition difficile entre nous, dans des affrontements difficiles avec l'État contre l'État et les institutions, pardon, mais qui débouchent sur quelque chose de positif et de l'entraide et la société écologique à laquelle on aspire. Donc voilà, c'était juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris ça. Et en effet, moi aussi, stratégiquement, je pense que il faut surtout faire du lien au niveau local et j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus d'artistes quand même qui s'emparent de ces questions-là de manière sérieuse. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas d'ailleurs. Enfin, là, il y a eu une sélection écolo à Cannes et tout, bon, ça reste des trucs quand même assez gentillets, mais tout le monde est obligé de s'y mettre. Et dans le monde de l'art, il y a de plus en plus de reprises de sens, avec une période qui était dans le nihilisme, autour de l'art contemporain, etc. Ouais. Oui. Thierry, donc la Maison commune de la décroissance. Je rebondirai sur la question des stratégies, parce qu'effectivement, pour avoir participé à la lutte contre Notre-Dame-des-Landes, avoir créé le collectif des élus contre le projet, en fait, on se rend compte qu'il y a le besoin de complémentarité entre les différentes façons de s'engager en termes de militantisme. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être vraiment sur le site, par exemple, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui étaient confrontés directement aux gendarmes mobiles et qui recevaient les grenades lacrymo. Et il y avait les paysans de la CIPA, il y avait les adhérents de l'ADK, tout ça. Et on voit bien qu'il faut articuler les luttes, mais aussi il faut s'accorder du temps pour penser. Parce que n'oubliez jamais que le système néolibéral qui a pointé le bout de son nez avec le reaganisme et le thatcherisme, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont réunis, des penseurs du libéralisme, juste après-guerre, la Société du Mont Pèlerin, avec les Hayek et les grands penseurs du libéralisme, et qui, eux, se sont donné du temps, alors qu'à ce moment-là, c'était quand même la guerre froide, l'opposition entre le capitalisme et le système soviétique qui portait l'idée de communisme à sa manière, totalitaire. Et ils ont vraiment fait un travail de philosophie politique. Et leur grande victoire, c'est d'avoir porté la liberté comme un franchissement de limites, alors que nous, au niveau de la décroissance, justement, c'est une philosophie des limites, la décroissance. Et c'est comment on réinstaure à la fois un plancher avec la dotation inconditionnelle d'autonomie ou le revenu inconditionnel, le revenu de base, le salaire à vie de certains, et l'idée aussi de plafonner les revenus et limiter les patrimoines. Parce qu'on voit bien que l'écart... En fait, on le sait, il y a Hervé Kempf qui avait écrit un bouquin, c'est « Comment les riches détruisent la planète », c'est-à-dire leur mode de vie, il est prédateur et c'est cette façon de ce mode de vie qui est en grande partie parce que le responsable de la mouise dans laquelle on est, c'est pas la personne qui est au SMIC ou au RSA qui consomme quasiment rien. Donc là, vraiment, il faut qu'on porte une attention sur le travail. Certes, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est important de nourrir cette réflexion politique. Et juste par rapport à la question du rétroviseur, là, pour une métaphore bagnolesque, cet été, on a organisé des festifs sur la question de la nature. Et il y a un copain, Thierry Salentin, qui est de formation ethnologue, qui a
qui a retrouvé un vieux mouvement d'anarchistes individualistes de la fin du 19e qui constatait la pollution dans les centres urbains, l'aliénation par le travail, et qui quittait les villes pour aller vivre à la campagne. Et, bizarrement, au XXe siècle, on voit le retour à la campagne, le mouvement du Larzac, les années 80, de nouveau en ce moment. Et, comme tu disais, Léna, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des leçons tirées de ces expérimentations. C'est-à-dire que sans cesse, il y a des nouvelles vagues, comme si on allait refaire le monde à partir de notre nombril, sans voir qu'il y a eu des échecs. Le socialisme utopique, ça a donné le mouvement mutualiste, le mouvement coopérativiste. Le Crédit Agricole, c'est une coopérative. Terrena, c'est une coopérative. Triscalia, c'était une coopérative. Donc il y a vraiment besoin de travailler sur qu'est-ce qu'on entend par liberté, qu'est-ce qu'on entend par limite. Alors, je n'emploierai pas le terme violence par rapport à la question de plafonner les revenus, imposer. C'est pas de la violence. Si vous avez lu le bouquin... La libération. Ouais, de Piketty qui retrace comment, aux États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, les riches, c'était 90% de leurs revenus qui étaient sucrés pour pouvoir faire le New Deal. Donc, il y a des mesures politiques qu'il faut qu'on mette en avant, cette question du plafonnement des revenus pour pouvoir de permettre à tout le monde de vivre au-dessus du plancher. Parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en dessous des minima sociaux. En France, l'augmentation de la pauvreté. Dans le monde, je ne sais plus combien de... Donc, franchement, la question de la pensée, c'est vraiment un axe majeur. Et certes, ça demande du temps, mais il y a quand même... Vincent, tu le disais, il y a quand même depuis une quinzaine d'années, même au niveau universitaire, il y a quand même de plus en plus de gens qui travaillent sur ces questions-là. Et on a de quoi lire. En termes de sortie de bouquins, il y a de la production. Je suis totalement d'accord. Merci. Moi, je veux bien... Benjamin. 2-3 apports, c'est Benjamin. Comment dire? Est-ce que ça pourrait être chouette de tracer des lignes d'action, des lignes stratégiques? Il y a quelques éléments, quelques intuitions dans le livre, qui est hyper bien fait. D'ailleurs, c'est très pratique. On l'ouvre à n'importe quelle page et puis on se documente. Puis après, on referme. On ouvre une autre page et puis c'est super. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un super outil, une boîte à outils pour pouvoir penser, ou en tout cas commencer. Voilà, parce que c'est un début, quoi. C'est une bonne initiation. Et puis, c'est vachement bien pour pouvoir déconstruire les arguments de tonton Maurice au repas de Noël. Donc, il y a Noël qui arrive, alors. Voilà, n'hésitez pas. Au-delà de ça, moi, j'ai envie de travailler vraiment, et c'est bon, les gens me connaissent un peu, c'est les perspectives stratégiques sans exclusive. On écrivait un texte il y a quelque temps qui s'appelait « Face aux oppressions systémiques, nos luttes doivent devenir systémiques », avec une conviction profonde qu'on ne doit pas être dans le « ou », mais plutôt dans le « et ». On ne doit pas opposer le fait d'aller dans les ZAD avec le fait de faire Cargonomia, ou avec le fait de faire des conférences-débats comme ici, ou avec le fait de se poser pour penser, ou avec le fait de faire des grandes mobilisations de masse qui ne servent qu'à une chose, en fait, disons pas qu'à une chose, mais qu'à irriguer tout le reste, en fait, à créer du média. Le premier réseau social, c'est le réseau humain, c'est le réseau des relations. Quand il y a eu le mouvement du 15e en Espagne, ce qu'on a appelé le mouvement des indignés, mais qui s'appelait le mouvement du 15e, si vous étudiez bien, ils sont arrivés à une quasi-révolution, c'est-à-dire qu'ils ont quand même encerclé le Parlement, et sans l'armée, ils prenaient le Parlement, en réalité. Donc il faut quand même se rendre compte de ça. Eh bien, une des stratégies de mobilisation, ça avait été de prendre le taxi. Prendre le taxi pour parler au chauffeur de taxi et lui dire « il y a un truc de ouf qui va se passer ». Et comme il y a 10 personnes qui prenaient le taxi pour dire il y a un truc de ouf qui va se passer, le chauffeur de taxi, tous les jours suivants, les semaines suivantes, il disait il y a un truc de ouf qui va se passer. Et c'est lui qui en parlait et qui propageait le message. On peut le faire au bar, on peut le faire au PMU. L'extrême droite le fait très bien au PMU. Ils l'ont stratégisé d'ailleurs. Ils vont au PMU exprès, ils racontent des horreurs et puis ça se propage. Et voilà, maintenant au PMU, en plus, il y a BFM. Ça, c'est sur le fond du blocage médiatique. On peut le débloquer par l'humain. On peut le débloquer par
une multitude d'expressions justes et vraies, sincères de qui on est. Nous sommes des expertes. Voilà, face aux fake news et au storytelling mensonger, eh bien, on peut y opposer la real news. C'est ce qu'essaye de faire Ruffin, d'ailleurs, dans ses documentaires. Mais on n'est pas obligé de le faire que de manière documentaire. On peut le faire nous, on peut parler, on peut s'exprimer, on peut témoigner. Les procès des décrocheurs et des décrocheuses, les publications les plus partagées, les plus vues, c'était les témoignages personnels de pourquoi moi je fais ça. Moi, ça m'a fait chialer. J'en ai lu des dizaines et à chaque fois, je chialais. Bon, d'accord, c'est les copains, les copines, mais quand même. Et si on part de ça et qu'on se dit il n'y a pas d'impossibilité médiatique, parce que ça semblait être une grosse impossibilité, eh ben, on peut dresser des perspectives. Et notamment, les perspectives, je voudrais vous en donner 3. Elles ne s'opposent pas. Il y en a une, c'est une fédération des territoires et communes libres. On parle de municipalisme libertaire, mais ce qui est extrêmement important, c'est de penser ce que commence à proposer Damasio sur l'interconnexion de ces zones de rupture, de ces zones du dehors. Et cette interconnexion, elle permet peut-être, selon Damasio, mais pourquoi pas, de mettre à bas le système en faisant un à côté. Mais pas un à côté où je ne peux pas vivre dans un monde où je suis obligé d'être cloisonné dans quelques mètres carrés, dans quelques hectares maximum. Non, une interconnexion qui donne de la perspective, qui permet d'accueillir. Pas colonial, pas le but d'aller coloniser d'autres espaces, non. D'aller accueillir tout un tas de gens qui voudraient un asile politique, un asile de vie, un asile de bien vivre par rapport au monde destructeur et prédateur. Et cette interconnexion, elle n'est pas obligée d'être exclusivement dans les zones où on parle la même langue. On peut tout à fait avoir une zone du Chiapas interconnectée avec une zone de la ZAD, et pas juste de manière symbolique. Peut-être qu'on peut se doter de règles communes. Alors là, on va se heurter à des gens qui ne veulent pas recréer un État, même si c'est sous forme de confédéral, etc. Mais peut-être qu'on doit se poser la question quand même. Et ça, c'est une première perspective. La deuxième perspective, c'est de trouver les chemins vers un blocage généralisé, que ce soit par la grève, la désobéissance civile, le blocage, un mouvement de bordélisation. Il y a énormément de manières de bloquer. Mais clairement, ou ce que disait Vincent, le vendredi, c'est le journée libre. Mais on n'est pas obligé de faire qu'une journée libre. On peut dire, créons de la liberté permanente. Mais pour créer de la liberté permanente, ça se planifie, ça se stratégise. Et en Inde, c'est le plus gros mouvement social qu'il y a eu dans l'humanité, où il y a 250 millions de personnes qui ont fait grève générale contre l'agrobusiness. Eh bien, notre objectif, c'est de nous inspirer de ça et de travailler en commun. Et si ça prend 2 ans, si ça prend 3 ans, si ça prend 4 ans, mais de créer les conditions d'une grève générale mondiale illimitée, reconductible, qui permet de créer cette temporalité de réflexion où on va pouvoir se poser. Ça se planifie, ça se stratégise, on sait l'organiser, on sait planifier les choses. La difficulté, c'est d'y croire et de penser que c'est possible. Et une troisième piste qui est une piste qui est difficile, qui est extrêmement difficile pour nous qui sommes anti-institutionnels. Mais on parlait de mesures, on parlait de il faudrait créer ces libertés-là, peut-être changer la manière dont les médias fonctionnent, etc. Ne pas s'interdire de hacker les systèmes, pas forcément pour prendre le pouvoir pour être pris par lui, parce que ça c'est un gros risque. Non, c'est une forme de dégagisme. C'est le dégagisme le moins violent qui puisse exister. C'est-à-dire, clairement, je les dégage par les urnes. Et c'est pas si dur que ça. Leurs systèmes sont fragiles. On peut les faire vaciller. Et donc, du coup, moi, je voulais vous offrir ces petites perspectives, pas pour dire il y a telle solution qui est la meilleure, c'est pas du tout ça. Moi, je suis plutôt partisan d'essayer de les joindre et de travailler en simultané. Et j'ai donné ces 3-là, mais j'en ai 4 autres à vous proposer. Ce sera l'occasion d'un autre débat. Merci, Benjamin. On prend une dernière tournée de tour de parole et puis petit mot de conclusion et on continue de manière un peu décentralisée autour d'une bière. S'il n'y a pas d'autres mots, on peut accélérer. Vas-y. Je reprends la parole. Et t'es bienvenu à parler, hein, vas-y. Pour demander comment est-ce qu'on peut ouvrir plus ces discussions et ces pensées aux personnes marginalisées, les peuples autochtones, pardon, je suis et les femmes et les autres minorités. Voilà, je pense qu'il y a une richesse énorme, comme tu parlais de Bougainville, de Pluriverse,
il y a énormément d'écrits d'écoféministes qui ont développé ces idées dont on parle. Notamment, je pense à, par exemple, Bengi Akbulut qui travaille sur la décroissance aux États-Unis, Marie Mellor qui écrit, vulgarise les concepts de monétarisation sociale. Enfin, il y a énormément d'écrits là-dedans, et je pense que, je ne sais pas si, en fait, je ne connais pas trop en France qu'est-ce qui se passe là, mais je pense qu'il faut qu'on laisse beaucoup de paroles pour ces gens-là aussi, pas que pour les écolos bobos, comme certains disent. Je rebondis un peu sur ta question, sur quelque chose de peut-être moins beau éthiquement, mais très quotidien et très bas de terre. C'est aussi comment on associe finalement les personnes pas convaincues. On parlait de violence tout à l'heure, et quelque chose qu'on vit au quotidien en tant que militant et au point de vue humain, en fait, c'est la violence interpersonnelle aussi dans les familles. Mais on parlait de Noël, mais je pense que même au-delà de ça, en fait, avec des camarades de notre âge, des gens croisés au boulot ou dans d'autres situations, même, je sais pas, dans un café, entendre quelque chose qui nous fait du mal finalement, qui nous décourage, de se dire mince, on pense encore à ça. Et puis aussi la violence quand justement on essaye de porter des discours, des espoirs, des valeurs. Tu parlais d'écologie, parle sensible aussi finalement, parfois quand on a envie de parler plus de valeurs et d'espoir et de sentiments que parler de chiffres. Souvent, moi, j'ai le sentiment qu'on me renvoie à la technique, qu'on me renvoie au bas du mur, on me demande des justifications, on me traite d'utopiste, parfois de manière très gentille, hein, mais il y a une violence quand même parfois qui est véhiculée ainsi. Moi, je serais intéressée de savoir vos vécus, parce que vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes parcours, voilà, sûrement pas les mêmes expériences. Tu étais un petit peu cynique tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je me reconnais aussi parfois dans ces moments où j'ai envie aussi de clamer le fait que je me sens pas bien par rapport à ces choses-là. Donc vous, au quotidien, comment vous vivez ces violences-là et comment vous arrivez à associer, on parlait d'inclusivité tout à l'heure, que ce soit des personnes effectivement en difficulté, des minorités, mais aussi des personnes du quotidien qui font partie de notre paysage et de notre imaginaire aussi et de notre vécu sensible. Comment on fait aussi pour se libérer personnellement et puis pour accompagner peut-être aussi les personnes autour de nous? J'avoue que c'est pour ça que ça m'a fait du bien de m'engager sur la question des luttes locales, parce que au moins voilà, quand on rencontre un collectif qui se mobilise contre une usine Vittel, pour les gens en fait ça a du sens, et là on peut arriver à vraiment défendre une écologie populaire, tandis que lorsqu'on organise des grandes mobilisations à Paris, c'est vrai qu'on se sent un petit peu hors sol. Et qu'on se retrouve assez rapidement à être sur toutes ces questions, en effet, techniques, un peu lointaines. Oui, c'est beaucoup plus compliqué à défendre. Après, je sais pas, il y avait toute la question, j'imagine, un petit peu d'à quel point c'est difficile de vivre ça. Je sais pas, moi j'ai de la chance, j'ai réussi à convaincre mes parents au bout de quelques années, et j'ai l'impression de vivre quand même dans un milieu assez privilégié vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que chez Youth for Climate, on a beaucoup de jeunes qui viennent en réunion en disant il y a qu'ici que je me sens bien, et je pense que c'est une des grandes forces du réseau, quoi. D'offrir un espace au moins une fois par semaine pour tous les jeunes qui se sentent un petit peu isolés, quoi, que ce soit dans leur classe ou dans leur famille. Et pour la question de l'inclusivité, oui, j'en ai parlé, les luttes locales, mais c'est vrai que je pense que le mouvement écolo, un petit peu, globalement, devrait vraiment se poser ces questions-là. Bon, là, on est à la base, il y a quand même les gens d'Alternativa qui ont fait un travail vraiment chouette sur l'écologie populaire ces derniers mois, notamment en ouvrant la maison de l'écologie populaire à Bagnolet. Et je pense qu'il faut qu'on aille vraiment vers ça, et pas juste pour se dire il faut vraiment mobiliser dans les quartiers populaires, juste parce que c'est clairement c'est pas en restant à Paris dans des endroits comme ici qu'on va changer les choses, quoi. Mais c'est assez terrifiant parce qu'on a développé des outils de communication d'une puissance effroyable. Quand les réseaux sociaux, l'internet est né, c'était la logique, on va pouvoir se connecter avec des gens qu'on ne rencontre jamais, etc. Puis en fait, on s'est jamais autant enfermé dans nos bulles de vérité qu'on ne l'a jamais été. Et je crois que c'est quand moi je parle de l'urgence de ralentir, il y a aussi l'urgence d'aller
d'aller à la rencontre. À la rencontre, c'est aussi, alors ça peut être violent, hein, c'est sortir de ses zones de confort, c'est se heurter à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui vont dire des choses qu'on va considérer comme des horreurs. Puis un grand merci aux jeunes des Youth for Climate et beaucoup d'autres. Moi, aujourd'hui, ça m'amène à avoir des invitations de la part des boomers. Donc ils préfèrent inviter quelqu'un qui leur ressemble un peu plus, un mâle blanc, bientôt boomer, etc. Et ils m'invitent pour que je leur explique pourquoi leur fille, comme Léna, quand ils rentrent de leur super boulot de cadre sup ou de cadre dirigeant d'une multinationale, ne veut plus leur parler ou les accuse d'être des salauds de capitalistes, pollueurs, etc. Et derrière, ces gens-là sont pas non plus des salauds. Il y en a, mais il n'y a pas que des salauds. Il y en a, on a vu quand on voit ce qui sort sur Total et toutes les grandes entreprises qui ont manipulé l'information sur ce que l'on sait déjà sur le changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des gens aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens que l'on pourrait considérer comme des gens avec lesquels on aurait beaucoup de difficultés à dialoguer, comme étant des salauds qui sont assez paumés, qui sont rattrapés par toutes ces questions-là, mais qui sont violentes pour elles aussi. Parce que c'est extrêmement violent quand on arrive à 50 ans, 60 ans, puis de se dire, mais en fait, j'ai fait toute ma vie en pensant œuvrer pour le bien, peut-être avec beaucoup de déni, peut-être en voulant pas écouter, entendre, assumer des choses qu'on mettait sous le tapis, mais qui n'étaient pas présentes non plus de manière très forte dans les débats. Puis d'un seul coup, on se rend compte que, en fait, j'ai participé à remettre en question la possibilité pour mes enfants, mes petits-enfants, d'avoir une vie belle. Et moi, je crois beaucoup, loin des réseaux sociaux, loin des médias, dans les relations interpersonnelles, mais des relations exigeantes. On va se dire les choses, mais on va se dire les choses dans un cadre qui est réfléchi pour avoir de la bienveillance, de l'empathie, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être violent. C'est-à-dire que la violence, on va l'aborder de manière intelligente. Et je me souviens de cette anecdote qui est, je finirai là-dessus, je la fais assez courte, et puis on pourra continuer autour d'une bière. On a organisé il y a quelques années une visite de notre ferme à côté de Budapest, à Jamboki Biokert, une ferme bio. Et on reçoit une proposition de 50 grands propriétaires terriens de la Beauce, qui est en vacances en Hongrie, et qui dit, bon, un peu de tourisme, un peu d'exotisme, on voudrait voir à quoi ressemble une ferme bio dans la Hongrie rurale. Et donc on les accueille, on leur fait la visite, et puis tout au long de la visite, on a une drôle de relation qui est très antinomique. D'un côté, ils sont plein de nostalgie et plein d'enthousiasme par rapport à ce qu'ils voient, parce que cette ruralité hongroise leur rappelle leur enfance, la ferme qu'on a avec l'attraction animale, avec la biodiversité, leur rappelle plein de souvenirs, de saveurs. Il y a des belles couleurs, ils sont hyper enthousiastes, ils sont assez fascinés et intrigués par les chiffres qu'on leur avance en termes de niveau de productivité. Et puis en même temps, il y a le relent du discours dominant. Bon les gars, soyez sérieux, vous pensez quand même pas nourrir le monde avec vos bricolages, quoi. Soyons sérieux. Et puis à la fin de la journée, on passe une belle journée avec certaines tensions, on discute, etc. Au moment de repartir, il y a deux dames qui restent planquées dans un coin de la maison pendant que tout le monde est retourné dans le bus, et je leur dis, allez prendre le bus, vous allez rater le bus. Elles viennent me voir, non, on voudrait vous parler discrètement. Ce que vous faites là, on sait que c'est ce vers quoi on doit aller. On sait, on parle des grands propriétaires terriens, l'agro-business, hein, ils font des céréales, etc. On sait qu'on s'est planté, mais c'est extrêmement violent pour nous d'en parler même entre nous, et d'en parler publiquement encore plus, parce que on pensait participer à quelque chose de positif pour la société, et en fait, on s'est empoisonné, on a empoisonné les gens, on a détruit les sols, on a participé à un truc, on y a eu aussi un intérêt économique, et c'est très dur. Et en fait, moi je pense que les enjeux, quand je parle de non-violence, ils sont là, c'est comment on crée des cadres de débat qui permettent de se dire ça, mais sans concession. Tiens, il faut aller se le dire, et c'est exactement ce que la COP n'a pas su faire, parce qu'on ne posait pas les bonnes questions sur la table, et il n'y avait pas le bon cadre de travail, on était à négocier combien on va donner aux pauvres par rapport aux méfaits du changement climatique, etc. Et c'est le pire des débats. Et en fait, il faut avoir une réflexion exigeante, et c'est ce que moi j'essaye de faire avec la décroissance, et je crois ce que la décroissance amène, c'est-à-dire qu'on a besoin de radicalité dans le discours, de se dire les choses avec un mot où on ne peut pas faire du greenwashing, on ne peut pas se voiler la face avec des faux débats, et en même temps derrière il faut enchaîner avec en tendant la main, en disant en tendant la main, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas être
il faut être très vigilant, mais d'aller chercher des alliés partout où on peut en trouver avec exigence. Je vous remercie pour cette rencontre. Merci Léna d'avoir participé à cette discussion, d'avoir apporté ta vision des choses, tes questions, tes réflexions. Il y a une table derrière où le livre est en vente chez nos amis, c'est les guetteurs de Devant. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je pose la question, qui est une excellente librairie du quartier. Il y a le petit bar à côté de la base. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette organisation et on continue loin des caméras et loin du Facebook Live de manière informelle et décentralisée à débattre sur toutes ces questions-là qui méritent de continuer à débattre en long, en large, en travers toute la nuit. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.